Donc, bonjour tout le monde et bienvenue. Je me présente, Théodore McLaughlin, professeur du département de sciences politiques et directeur du Centre d'études sur la paix et la sécurité internationale. Il me fait un grand plaisir, en coopération avec le CERIUM et avec mon équipe de recherche, l'équipe de recherche sur la politique internationale des conflits civils, financée par le Fonds de recherche québécois en sciences et culture, de vous présenter aujourd'hui Séverine Autzer. Séverine Autzer est professeure et directrice du département de sciences politiques à Barnard College, Columbia University aux États-Unis, où elle également, elle vient d'avoir le titre de directrice des directeurs, ce que je trouve j'imagine que ça va donner des cauchemars à Christine Otmar-Hassan. On s'imagine. En tout cas, et je suis ravi de pouvoir les présenter. Les travaux de Séverine Autzer dans le monde de la paix et dans l'étude des organisations internationales sont de premier plan, avec une influence très importante à la fois dans le monde académique et dans le monde du pratique. Notamment ses travaux antérieurs, The Trouble with Congo ou bien Peaceland, ont porté des critiques incisives sur le monde de la paix, sur la manière dans laquelle la communauté internationale impose des grilles de lecture sur des conflits, sur des pays en conflit, et les manières dans lesquelles cette communauté reproduit les échecs des efforts de la paix à travers ses pratiques quotidiennes et à travers les types de savoirs qui sont privilégiés là-dedans. Et puis, je dois dire que j'ai souvent profité des travaux de Séverine dans mon propre enseignement, entre autres pour provoquer une réflexion chez les étudiants sur le type de savoir qu'on incarne ici à l'université et des apports, mais aussi bien sûr et surtout les limites de ce type de savoir. Et je trouve qu'engager avec les travaux de Séverine provoque des réflexions très approfondies chez mes étudiants. Donc, je dois la remercier pour ça. Et puis aujourd'hui, elle présente son nouveau bouquin sur les fronts de la paix. Elle s'en est fait à la traduction de Frontlines of Peace et dans laquelle elle passe pas mal de critiques plus un mode de solution, d'approche de qu'est-ce qui marche un peu mieux, sans plus tarder et sans plus empiéter sur la présentation de Séverine. Donc je l'invite à prendre la parole. Merci beaucoup Séverine d'être là. Merci mille fois Théo de cette introduction si gentille. Merci mille fois à tous d'être ici aujourd'hui, spécifiquement vu qu'il fait aussi beau aujourd'hui. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être ici, d'abord parce que j'adore Montréal et puis qu'il y a beaucoup de collègues dont j'aime énormément le travail qui sont dans cette salle et qui travaillent à l'UDM. Et aussi parce que ça me permet de lancer au Canada la version française de mon tout dernier livre sur les fronts de la paix. Sur les fronts de la paix, comme Théo le disait, c'est un livre porteur d'espoir. C'est un livre qui parle de personnes et de communautés ordinaires et tout à la fois extraordinaires qui ont réussi à lutter efficacement contre la violence au sein de leur communauté. Et donc, pour commencer, je voudrais vous raconter l'histoire de quelques-unes de ces personnes et de leur communauté. C'est une histoire qui se passe au Congo, au sein d'un des conflits les plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est une histoire qui commence en 2004. En 2004, un petit garçon appelé Lucas a été kidnappé, enrôlé de force dans un groupe armé et forcé à se battre pour des rebelles très semblables à ceux que vous voyez sur ma photo. Et Lucas était tellement petit à l'époque qu'il ne pouvait même pas porter un fusil. Alors ses commandants le plaçaient en première ligne et ils l'utilisaient comme bouclier humain. Miraculeusement, Lucas a survécu et après 3 ans, au sein de ce groupe armé, ses commandants l'ont relâché et l'ont renvoyé chez sa mère, Justine. Mais Lucas a eu énormément de mal à réintégrer la vie civile. Il détestait l'école, il avait souvent faim parce que sa mère n'avait pas les moyens de le nourrir, et puis il croyait encore dur comme fer à ce que ses commandants n'avaient pas arrêté de lui répéter.
Seule la violence lui permettrait de survivre. Et donc Lucas a passé des années à fuguer pour tenter de rejoindre son groupe armé. Les seuls moments où il se sentait en sécurité, c'était quand il avait une arme entre les mains. Il avait 8 ans et c'était la seule vie qu'il connaissait. Au même moment, aux États-Unis, une jeune Indo-américaine du nom de Vijaya Thakur travaillait pour plusieurs organisations internationales qui s'intéressaient vraiment de très très près au Congo. Et Vijaya se sentait de plus en plus en porte-à-faux avec l'approche de ses collègues, parce que ses collègues utilisaient l'approche classique de la construction de la paix, cette approche axée sur les élites nationales et qui s'appuie principalement sur les compétences d'intervenants internationaux. Et le problème, c'était que les efforts de ces intervenants internationaux, fort bien intentionnés, finissaient très souvent par nuire aux populations qu'ils voulaient aider. Par exemple, la plupart des collègues de Vijaya pensaient que les causes de la violence au Congo étaient liées à l'exploitation illégale des ressources minières, comme les diamants ou le coltan, que les jeunes hommes sur ma photo sont en train de chercher. Et donc, ces activistes internationaux consacraient leur temps et leur énergie à demander de nouvelles lois pour la régulation des minerais de conflit. Mais au final, ces nouvelles lois ont privé de nombreuses populations vulnérables de leur seul moyen de survie. Et de nombreux jeunes hommes qui se sont ainsi retrouvés au chômage ont dû rejoindre des groupes armés pour survivre. Et donc, Vijaya a décidé de changer d'approche et lors de ses voyages au Congo, elle a commencé à demander à monsieur et madame tout le monde ce qui, selon eux, mènerait à la paix. Et c'est ce qu'elle fait par exemple sur cette photo. Et un jour, elle a tenté quelque chose de différent dans le village où Justine et Lucas habitaient. Elle s'est associée avec des militants locaux et ensemble, ils ont organisé de nombreuses réunions pour que les villageois puissent développer leur propre analyse des conflits qui déchiraient leur communauté, décider eux-mêmes aussi de quelles réponses à y apporter. Et la première étape du plan que les villageois ont conçu était que Vijaya et ses collègues donnent environ $40 à un certain nombre de femmes du village, dont Justine. Ces femmes ont utilisé l'argent pour monter des petites activités génératrices de revenus, comme par exemple une boutique de beignets et un atelier de couture, tout comme celle que vous voyez maintenant sur mes photos. Ces micro-entreprises ont très très bien marché et assez rapidement, les participantes avaient suffisamment d'argent pour passer à la deuxième étape de leur plan. Et donc, elles ont installé des robinets pour l'eau potable, elles ont organisé des formations pour que les enseignants apprennent à réduire les tensions ethniques plutôt que de les alimenter. Et elles ont aussi fait du plaidoyer pour que les autorités locales leur apportent plus de protection et de meilleurs services publics. Et donc Lucas avait maintenant, il mangeait maintenant 3 repas par jour, il avait des chaussures sans trous, et il avait des modèles, des role models, il admirait des adultes qui n'utilisaient pas la violence pour survivre et pour s'imposer. Et tout comme Lucas, la plupart des villageois étaient en bien meilleure santé et ils se sentaient beaucoup plus en sécurité. Et un jour que Vijaya discutait avec Justine, Justine utilisait sans cesse le mot succès pour parler de toute l'initiative mise en place. C'était parce que Lucas, son fils, venait de fêter ses 13 ans. Et pour la première fois de sa vie, Lucas s'était mis à parler au futur. Il commençait enfin à faire des projets pacifiques au sein de sa communauté. Et comme l'a dit Justine, mon fils maintenant veut tenir un crayon plutôt qu'un fusil. Donc, si vous avez jamais vu la couverture américaine de mon livre, que je vous mets sur la diapo, vous voyez où l'artiste a trouvé son inspiration. Quant à Vijaya, elle a décidé de fonder le réseau Resolve. Et Resolve a utilisé cette même approche pour aider plus de 8000 personnes au cours des 10 dernières années. Je vous en prie, allez-y. 8000 personnes au cours des 10 dernières années. Donc, tous
étaient à risque d'être recrutés par des groupes armés et en fait, plus de la moitié d'entre eux étaient d'anciens combattants comme Lucas. Comme vous le savez probablement, au cours des 10 dernières années, les milices n'ont pas arrêté de se former, se séparer, se reformer. Au Congo, la pression pour s'enrôler et se réenrôler est absolument immense. Mais une seule personne qui a participé au programme de Resolve a repris les armes. Une personne sur 8000. Pour moi, cette histoire, c'est une source d'inspiration. C'est aussi une histoire très révélatrice de la façon dont les choses se passent dans le domaine de la construction de la paix, parce que il y a beaucoup de différences notables entre la façon dont Vijaya a approché les choses et la façon dont les intervenants agissent en général. Parce que, tout d'abord, Vijaya a décidé de résoudre les conflits par la base. Elle a décidé d'agir avec et à travers les gens directement concernés plutôt que de, comme toujours, se focaliser sur les élites nationales et gouvernementales et les intervenants étrangers. Et puis surtout, Vijaya n'a pas tenté d'imposer sa vision de la paix ou sa conception des choses à faire. Et par là même, ça lui a évité de faire plus de mal que de bien. Contrairement à tant d'intervenants internationaux avant elle, Vijaya est restée humble, elle est restée respectueuse et elle a veillé à laisser les citoyens ordinaires aux commandes de leur propre destin. Et les intervenants qui travaillent comme Vijaya sont une minorité dans le rôle de l'aide internationale, mais ils existent. Je les ai rencontrés dans de nombreux pays, travaillant au sein de nombreuses organisations. Et le travail qu'ils font est absolument crucial. Parce que malheureusement, il y a beaucoup trop de gens qui vivent dans des circonstances aussi épouvantables que celles auxquelles Justine et Lucas étaient confrontés. Vous savez que, au jour d'aujourd'hui, plus de 2 milliards de personnes vivent sous la menace quotidienne de la violence dans plus de 50 zones de conflit à travers le monde, dans les pays que vous voyez maintenant en rouge sur ma carte. Et donc la construction de la paix est une tâche absolument cruciale pour de nombreux États et institutions internationales. Le problème, c'est que nos techniques classiques de construction de la paix ne fonctionnent tout simplement pas. Afghanistan, Congo, Syrie, Ukraine, Birmanie, on entend toujours le même genre d'histoire. La violence éclate, les pays étrangers s'en émeuvent, les casques bleus se précipitent, les donateurs promettent des milliards, non, des millions d'euros d'aide. Les belligérants appellent à un cessez-le-feu, ils organisent, ils signent des accords de paix, ils organisent des élections, et puis la presse fait ses gros titres sur la paix enfin retrouvée. Et puis, quelques jours plus tard, parfois quelques semaines plus tard, la violence reprend. Souvent, en fait, elle n'a jamais vraiment cessé, et puis dans de nombreux cas, elle continue après pendant des années. Vous savez que la plupart des guerres dans le monde, la moitié des guerres dans le monde, durent maintenant depuis plus de 20 ans. Au cours des 5 dernières années, les guerres ont causé la pire crise de réfugiés depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et la presse continue de faire ses gros titres, comme ceux que vous voyez maintenant. Quand on parle avec les habitants des pays en conflit, c'est clair qu'ils en ont plus qu'assez de voir que les gouvernements, les casques bleus, les institutions internationales sont manifestement incapables de construire une paix durable. Et on a énormément parlé de tout ce qui ne marche pas dans nos efforts de construction de la paix, des problèmes, des défis, des échecs. Mais maintenant, je pense qu'il est vraiment temps de se demander qu'est-ce qui peut réussir. Et il s'avère que nos sacro-saintes élections ne construisent pas forcément la paix et que la démocratie institutionnelle n'est pas le ticket de la réussite, du moins pas sur le court terme. Contrairement à ce que prêchent la plupart des politiques, construire la paix ne requiert pas des milliards d'euros d'aide ou de dollars d'aide ou des interventions internationales massives. Non,
une paix réelle et durable exige de laisser et donner le pouvoir aux citoyens ordinaires. Quand on s'intéresse aux exemples de réussite de la construction de la paix lors de ces dernières années, on voit qu'ils ont tous en commun d'être des initiatives venues de la base, menées par les populations locales, parfois avec le soutien d'étrangers comme le ministère, le casque bleu sud-africain que vous voyez maintenant sur la photo avec moi, et souvent des gens qui utilisent des méthodes snobées par l'élite internationale. Et donc, plutôt que de m'intéresser à des efforts couronnés d'échecs, comme des poignées de main entre présidents qui étaient en fait juste pour la galerie, à des négociations entre gouvernements et chefs rebelles qui n'ont jamais abouti à quoi que ce soit, ou des accords de paix qui ont été signés mais jamais mis en pratique. Sur les fronts de la paix, mon nouveau livre, je tiens la chronique des actions concrètes et quotidiennes qui font vraiment une différence sur le terrain. Donc vous verrez, certaines d'entre elles sont bizarres, d'autres sont évidentes, certaines s'appuient sur des traditions séculaires et d'autres relèvent du pur bon sens. Mon livre explique comment nous pouvons augmenter les chances de réussite de la construction de la paix et par là même comment nous pouvons contribuer à améliorer le quotidien de milliards de personnes à travers le monde. Et je montre que si on veut réduire les violences en zone de guerre et aussi si on veut diminuer les violences et les conflits autour de nous, chez nous, que chez nous soit à Montréal, à New York, à Saint-Georges-de-Montaigu, à Bogota, il faut que l'on change drastiquement notre regard sur la paix et sur la façon d'y parvenir. Et donc pour développer cette analyse, je m'appuie sur plus de 25 ans de travail dans 12 zones de conflit à travers le monde, donc dans les pays que vous voyez maintenant en rouge sur ma carte, où j'ai travaillé en tant qu'humanitaire et en tant que chercheur. Et je m'appuie aussi sur plus de 800 entretiens approfondis que j'ai menés avec des artisans de la paix, des seigneurs de la guerre, des victimes de violences, des citoyens ordinaires, des politiques, des observateurs externes. Donc ici, je suis en train de conduire un entretien et ici, c'était un jour où j'étais partie en patrouille avec des militaires des Nations Unies, des casques bleus. Et je me souviens, j'étais particulièrement contente de moi ce jour-là. Je me disais, je suis une ethnographe hors pair, qu'est-ce que je me fonds bien dans le décor. Le problème, c'est que je suis pas un homme. Et il y avait que des hommes sur cette base militaire. Et puis, aussi, il y avait quelque chose qui n'allait pas avec mon gilet pare-balles. J'ai été patrouillée avec les militaires à pied pendant plusieurs heures. Et puis, mon gilet pare-balles était très très lourd, il était extrêmement inconfortable, et puis surtout je voyais qu'il ne protégeait pas mon cœur, il ne protégeait aucun de mes organes vitaux. Mais c'est uniquement quand on était de retour à la base militaire que l'un des officiers indiens s'est approché de moi, il m'a regardé, il m'a dit « Ah, tu sais que tu l'as mis à l'envers !» Bref, j'ai quand même récolté pas mal de données intéressantes ce jour-là. Donc dans le livre, je raconte tout d'abord l'histoire de citoyens ordinaires, de militants locaux, d'autorités locales et d'intervenants internationaux qui ont réussi à faire une vraie différence positive en zone de guerre. Après, je décris les limitations de notre façon conventionnelle de construire la paix, une façon de faire standardisée que j'appelle paix et compagnie, et qui s'appuie principalement sur les élites nationales et gouvernementales et les compétences d'intervenants internationaux. Et j'utilise tout ça pour suggérer une meilleure façon de construire la paix, de reconstruire la paix dans des zones de guerre et d'immédiat après-guerre. Et la conclusion du livre montre comment les habitants de pays officiellement en paix, comme par exemple en Amérique du Nord ou en Europe, comment nous pouvons tous utiliser les leçons du livre pour aider à diminuer les conflits et les tensions chez nous
que ce soit des tensions autour de conflits en termes social, politique, religieux, culturel, linguistique. Je vais vous raconter l'histoire d'Itchui, qui est littéralement une île de paix au Congo. Ça fait plus de 30 ans que l'un des conflits les plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale fait rage autour d'Itchui et que, en dépit de l'une des missions de maintien de la paix les plus grandes et les plus chères au monde, des millions de personnes sont mortes, des centaines de personnes continuent à mourir chaque jour. Mais Itchui a évité toute violence de masse depuis 25 ans. Donc cette île est un endroit absolument magnifique, comme vous pouvez le voir sur cette photo que j'ai prise un jour où j'y étais. Mais ce qui rend Itchui d'autant plus fascinant et sa paix d'autant plus frappante, c'est que l'île contient tous les éléments qui ont mené à la violence, à une violence généralisée dans d'autres régions du Congo. Itchui a une position géostratégique convoitée. Itchui est situé exactement à la frontière entre le Congo et le Rwanda, deux pays qui ont été régulièrement en guerre lors de ces 30 dernières années. On trouve aussi à Itchui des minerais de conflit, des tensions ethniques, des conflits latents et ouverts autour du pouvoir traditionnel et du pouvoir administratif, de nombreux conflits locaux aussi autour d'enjeux fonciers du pouvoir administratif, une pauvreté extrême, une très très grande faiblesse de l'État, et bien d'autres éléments qui ont généré des combats généralisés dans les régions, dans les provinces aux alentours. Et ce qui est fascinant avec Itchui, c'est que la paix est due à l'action concrète et quotidienne de tous ses citoyens, y compris ceux que vous voyez sur mes photos, et y compris les plus pauvres et les moins puissants d'entre eux. Donc ce n'est pas l'État, l'armée ou la police qui parvient à contrôler les tensions et la violence à Itchui. Ce ne sont pas non plus les intervenants internationaux, non, ce sont les membres de la communauté eux-mêmes. Et pour ce faire, ils ont développé ce qu'ils appellent une culture de la paix. Ils se sont organisés dans de nombreuses associations et structures locales qui aident à résoudre les conflits. Et ils s'appuient aussi sur des croyances très fortes qui aident à décourager la violence, que celles-ci viennent de l'intérieur de l'île ou de l'extérieur. Donc, un exemple parmi beaucoup d'autres, beaucoup des familles de l'île sont liées entre elles par des pactes de sang qui sont en fait des promesses traditionnelles entre deux groupes de personnes qui promettent de ne jamais se faire de mal. Et l'histoire d'Itchui nous montre que les ressources des communautés locales peuvent permettre de construire la paix de façon beaucoup plus efficace que les interventions internationales dont on a l'habitude. Et les internationaux, les étrangers comme nous, pouvons tout à fait soutenir ce genre de processus de construction de la paix par le bas. Donc prenez par exemple les équipes du Life and Peace Institute au Congo. Donc le Life and Peace Institute, le nom se traduit par Institut Vie et Paix, et on y réfère toujours, même en français, en utilisant son sigle anglophone LPI, LPI. LPI est une organisation suédoise de construction de la paix qui est active dans plusieurs zones de conflit à travers le monde et qui œuvre en général à un niveau très local. Et les équipes de LPI au Congo rejettent toute approche universelle de construction de la paix et elles s'appuient sur les compétences des employés locaux. Donc elles appuient principalement sur leurs employés congolais, qui sont aidés par quelques internationaux, mais ces internationaux ont souvent une bonne connaissance préalable du Congo. LPI n'agit pas directement sur le terrain, mais plutôt ils agissent à travers et avec des organisations congolaises qui ont été très très soigneusement sélectionnées. Et le rôle de ces organisations congolaises est de soutenir les habitants dans leurs efforts de paix. Ces organisations congolaises,
aident les citoyens ordinaires à développer leur propre analyse des conflits qu'ils rencontrent autour d'eux, à décider eux-mêmes de quelles réponses ils veulent y apporter, donc par exemple comme ils le font sur cette photo, et ensuite à mettre en œuvre ces solutions. Donc, quand vous comparez ça avec l'approche classique de la construction de la paix en zone de guerre, vous voyez à quel point l'approche de LPI est différente. Parce que dans l'approche de LPI, ce ne sont pas les élites nationales, provinciales ou gouvernementales qui conçoivent et qui mettent en œuvre les initiatives de paix. Ce ne sont pas les intervenants internationaux basés dans les capitales et au siège des organisations internationales, et ce n'est pas l'État, ce n'est pas le gouvernement, non. Non, ce sont les habitants des zones en conflit eux-mêmes, ce sont les gens directement concernés qui conçoivent, qui développent, qui mettent en œuvre les initiatives de paix avec l'aide de LPI et de ses partenaires locaux. Je vais vous donner un exemple très concret pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne en fait en pratique. Donc ça fait des années qu'il y a un conflit extrêmement meurtrier dans la plaine de la Ruzizi, qui est située à l'est du Congo, et c'est un conflit qui a causé beaucoup de combats à petite et à grande échelle, beaucoup de morts, beaucoup de souffrances, et qui a mené à l'implication de nombreuses milices locales, de politiciens congolais et même du gouvernement rwandais. Et en 2007, 3 organisations congolaises ont décidé de tenter de mettre fin à cette violence avec l'aide du LPI. Et ils ont consacré 3 ans à l'analyse du problème. 3 ans juste à tenter de comprendre ce qui se passait. Ils ont organisé de nombreuses réunions à petite et à grande échelle, et à ces réunions, ils ont invité tout le monde. Soldats et officiers de l'armée, chefs rebelles, fermiers, groupes de femmes, éleveurs, ministres, membres de la société civile, etc. Ils ont progressivement réalisé que le conflit n'était pas tant une guerre par procuration entre le Congo et le Rwanda, comme nous, les intervenants internationaux, nous le pensions à l'époque, mais plutôt c'était un conflit entre éleveurs et agriculteurs. Parce que les vaches piétinaient les récoltes des agriculteurs où elles allaient paître dans leurs champs. Les agriculteurs, les fermiers se vengeaient en tuant les bergers. Les familles des bergers demandaient de l'aide aux milices locales qui allaient attaquer les communautés des fermiers, et ainsi de suite. Et donc, toutes les personnes impliquées, les citoyens ordinaires, les combattants, ils ont tous réfléchi à l'élaboration de solutions qui, selon elles, pourraient mettre fin à ce qu'elles-mêmes considéraient comme étant les causes de la violence. Et donc, ils ont tracé des routes pour que les bergers puissent se déplacer avec leurs troupeaux sans faire trop de dégâts dans les champs des fermiers. Ils ont mis en place des panneaux très clairs, comme celui-ci, pour très très clairement indiquer le chemin que les bergers devaient prendre avec leurs troupeaux. Ils ont aussi mis en place des comités de médiation dans lesquels les représentants des bergers et des fermiers pourraient se rencontrer régulièrement pour tenter d'aplanir tout conflit qui pouvait survenir, parce que vous savez très bien, avec les vaches, même avec ce genre de panneaux extrêmement clairs, on ne peut pas toujours s'assurer qu'elles vont rester pile dans le bras. Bon. Bien sûr, il y a eu des problèmes, il y a eu des tensions, il y a eu des défis, mais pour faire court, alors que toutes les grandes conférences organisées par les intervenants internationaux et toutes les grandes négociations de paix n'avaient jamais vraiment fait de différence auparavant, les résidents ont vu des changements notables à la suite de l'implication de LPI et de ses partenaires locaux. Pendant des années, la migration saisonnière du bétail s'est effectuée avec très peu de violence. Des dizaines de combattants ont remis leurs armes, et des groupes ethniques qui se battaient ont recommencé à vivre et à travailler ensemble. Donc ils ont recommencé par exemple à partager le même marché. Donc les internationaux peuvent tout à fait soutenir les efforts de paix
des populations et des activistes locaux. Mais pour ce faire, il faut vraiment pas qu'ils continuent à travailler comme ils le font d'habitude. Parce qu'il y a, comme Théo le disait, d'énormes problèmes avec notre façon classique, conventionnelle de construire la paix. Donc, cette façon de faire que j'appelle paix et compagnie, et qui s'appuie principalement sur les élites nationales, gouvernementales, et sur les compétences d'intervenants internationaux, et qui exclut trop souvent les citoyens ordinaires et les militants locaux. Donc, paix et compagnie, l'approche classique des conflits armés, s'appuie sur un certain nombre d'idées reçues qui sont aussi fausses qu'elles sont dangereuses. Comme par exemple l'idée que seule une intervention venue d'en haut peut mettre fin au conflit armé. L'idée que toutes les bonnes choses vont de pair, donc par exemple que les élections vont naturellement promouvoir la paix. Et l'idée que les étrangers, les internationaux savent tout mieux. Je vais vous raconter l'histoire de comment ma propre carrière dans le monde de l'aide internationale a commencé. Quand j'avais 23 ans, j'ai obtenu mon premier vrai emploi après mes graduate school, mes études de masters, comme assistante chef de mission pour Médecins du Monde au Kosovo. Donc sur la photo, c'est moi à l'époque et à côté, c'est mon mari merveilleux, Philippe, qui d'ailleurs a pris beaucoup des photos que je vous montre aujourd'hui. Quand je suis arrivée au Kosovo, je ne parlais pas un mot des langues locales, l'albanais ou le serbo-croate, Philippe non plus d'ailleurs. Je n'avais aucune connaissance des politiques, sociétés, cultures du Kosovo. En fait, j'ai commencé à lire mon premier livre à propos des Balkans dans l'avion qui m'amenait là-bas. Malheureusement, le vol venait de Paris, il était beaucoup trop court, 2 heures, j'ai jamais fini le livre. Mais j'ai eu le poste. Parce que je parlais très bien anglais. J'avais une solide formation en analyse politique, j'avais 2 diplômes de maîtrise d'universités très prestigieuses, et j'avais une certaine expérience dans plusieurs zones de conflit et post-conflit. J'ai vraiment honte quand je repense à cette période de ma vie professionnelle, et notamment quand je pense à mon assistant kosovar de l'époque. Il s'appelait Nerim. Nerim avait déjà passé plus de 20 ans à faire de l'analyse politique. Il avait une connaissance exceptionnelle des politiques, des sociétés, des cultures des Balkans. Il avait vécu au Kosovo toute sa vie. Il était aussi beaucoup plus vieux, beaucoup plus sage que moi. Mais c'était moi l'étrangère, donc c'était moi la patronne. Et le fait est que j'avais jamais supervisé quelqu'un de ma vie auparavant. J'avais 23 ans. Donc, je savais pas vraiment comment m'y prendre avec Nerim. Et puis au final, j'ai trouvé un moyen de l'occuper. Alors je lui ai demandé de compiler, de traduire des coupures de la presse locale. Et je le revois encore tous les matins et il postait religieusement son travail sur notre tableau d'affichage. Et puis aucun de mes collègues ne le lisait jamais. Même moi, j'avais pas le temps de le faire les 3/4 du temps. C'était vraiment un gâchis monumental de temps, de talent et d'énergie. Et le truc, c'est que je me suis aperçue par la suite que c'était pas un coup de chance pour moi et un coup de malchance pour Nerim, non. C'était, et c'est encore une situation typique dans les organisations d'aide et de construction de la paix internationale. Aux yeux de la plupart des intervenants internationaux, ce qu'il faut pour être un bon artisan de la paix, c'est des diplômes et de l'expérience professionnelle dans des domaines de compétences bien précis, comme par exemple l'organisation d'élections, ou le genre, ou les droits de l'homme, et si possible, avoir travaillé dans de nombreuses zones de conflit à travers le monde. Et par contre, le savoir des experts pays est beaucoup moins valorisé, et le savoir des populations locales est en général trivialisé. Et le résultat, c'est que dans pratiquement toutes les organisations d'aide internationale et de construction de la paix, les étrangers occupent les postes de direction et les autochtones occupent les postes subalternes. Et les étrangers
ne parlent souvent pas là où les langues locales et ils n'ont que très rarement une connaissance approfondie des cultures politiques et sociétés dans lesquelles ils interviennent. Tout comme moi au Kosovo. La conséquence est que malheureusement, de nombreux efforts internationaux, par ailleurs fort bien intentionnés, ont abouti à une augmentation de la violence dans des pays tels que l'Afghanistan et le Congo. Et je vais vous raconter une histoire qui, pour moi, illustre très bien tout ça et représente très bien ça. En 2004, des rebelles ont pris la ville de Bukavu, à l'est du Congo, la ville que vous voyez maintenant sur ma photo. Et pendant une semaine, les rebelles se sont livrés à des pillages, des viols, des tueries. J'étais à Bukavu, à ce moment-là, la situation était absolument terrifiante. Et à un moment, un petit garçon et sa maman ont vu plusieurs soldats rentrer dans la maison de leur voisine. Et ils ont entendu des hurlements. C'était vraiment très clair que leur voisine était sur le point de se faire violer. Et donc, le petit garçon a couru pour chercher de l'aide auprès de la base militaire des Nations Unies, qui était juste à côté, et dont le mandat à l'époque était centré sur la protection des populations. Et quand le petit garçon arrive devant la base militaire, malheureusement, la sentinelle, le soldat de garde, était un soldat uruguayen qui parlait pas le swahili, parlait pas le français. Le petit garçon panique, il fait tout ce qu'il peut pour se faire comprendre, mais le soldat comprend toujours pas. Et puis à un moment, la sentinelle lui fait un grand sourire et lui fait un signe « Attends, j'ai compris, je reviens, attends ». Et il va à l'intérieur de son camp militaire et il en ressort quelques minutes plus tard avec un paquet de biscuits que très fièrement il tend à l'enfant. Des biscuits. Donc, les intervenants internationaux ne comprennent pas nécessairement ce qui se passe. Et s'en remettre exclusivement à eux peut être extrêmement problématique. Un autre grand problème avec notre approche classique de la construction de la paix, c'est que dans de nombreuses zones de guerre, les conflits sont causés par des raisons sociales, économiques et politiques qui sont principalement locales. Et quand je dis local, je veux vraiment dire au niveau de l'individu, de la famille, du village, de la communauté. Et donc, nos interventions classiques, axées sur les dirigeants nationaux et sur les élites, basées dans les capitales, ces interventions classiques ne sont pas et ne peuvent pas être suffisantes. Et j'ai réalisé ça lors d'un de mes tout premiers voyages au Congo. Début des années 2000, j'ai rencontré une femme qui avait mon âge, j'étais jeune à l'époque, elle aussi, elle s'appelait Isabelle. Et des milices, un groupe rebelle avait attaqué son village, le village d'Isabelle. Ils avaient tué beaucoup d'hommes, ils avaient violé beaucoup de femmes, ils avaient tout pillé. Et puis, à un moment, ils ont voulu emmener Isabelle avec eux, mais son mari s'est interposé, il a dit non, je vous en prie, prenez pas Isabelle, laissez-la, prenez-moi à la place. Et donc, il était parti dans la forêt avec les milices, et puis Isabelle l'avait plus jamais revue. Et la raison pour laquelle les rebelles avaient attaqué le village d'Isabelle, c'était pas lié à des causes, directement à des causes nationales ou internationales, comme par exemple la guerre entre le Congo et le Rwanda, non. C'était parce que les rebelles voulaient s'emparer des terres que les villageois cultivaient et dont les villageois avaient besoin pour survivre. Et l'histoire d'Isabelle est restée gravée dans ma mémoire depuis toutes ces années parce que, à mes yeux, elle incarne les conséquences épouvantables de ces conflits locaux que les intervenants internationaux ignorent si souvent. Et si vous le voulez, on peut continuer à parler des problèmes avec notre approche classique de la construction de la paix pendant la séance de questions-réponses. Mais je voudrais utiliser les 15 minutes à peu près qui me restent pour vous expliquer comment on peut se changer ça. Parce que je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête de regarder exclusivement les problèmes, les défis, les échecs. Et donc, ces dernières années, j'ai passé mon temps à chercher des cas de ce que j'appelle la paix improbable. Des endroits où tout se conjugue pour provoquer la violence, et pourtant, il y a la paix.
comme à Idjoui. Et j'ai trouvé des endroits comme ça partout dans le monde. J'en ai trouvé en Afghanistan, au Congo, en Irak, en Israël et dans les territoires palestiniens, en Colombie, en Somalie, par exemple dans les villages où j'ai pris les photos que vous voyez maintenant. Et mon exemple préféré, c'est celui du Somaliland. Donc il y a un contraste absolument fascinant entre, d'un côté, la Somalie, qui est un État extrêmement violent, qui se trouve régulièrement en tête de certaines des catégories les moins enviées et les moins enviables du monde. Donc deuxième État le plus corrompu, deuxième État le plus fragile, deuxième État le plus pauvre. Et puis, d'un autre côté, on a cette région autonome du nord de la Somalie qui s'appelle le Somaliland, dont la guerre d'indépendance avec la Somalie dans les années 80 et 90 a été extrêmement violente et a conduit à la destruction de près de 90% des villes, dont certaines n'ont toujours pas été reconstruites, comme vous le voyez sur cette photo que j'ai prise il y a quelques années quand j'y étais. Mais depuis 25 ans, le Somaliland a connu très très peu de violence, très peu de terrorisme, et le Somaliland a maintenant des institutions étatiques tout à fait fonctionnelles, des services publics tout à fait décents, comme vous pouvez le voir sur ma photo de la capitale Hargeisa, et aussi une démocratie assez solide. Donc évidemment, il y a énormément de raisons pour les différences entre la Somalie et le Somaliland, mais la raison principale, c'est que la Somalie a subi l'approche de Paix et compagnie et son échec, cette approche centrée sur les élites nationales et menée sous la supervision et sous la direction d'intervenants internationaux, alors qu'au Somaliland, ce sont les habitants eux-mêmes, y compris les gens que vous voyez maintenant sur mes photos, qui ont construit la paix et qui l'ont maintenue depuis plus de 20 ans en s'appuyant sur l'expertise et sur les activités des citoyens ordinaires et des autorités locales. Et l'exemple du Somaliland nous montre que les initiatives de paix par le bas peuvent nous permettre de faire une différence positive, non seulement au niveau d'un petit territoire comme celui de l'île d'Idjoui, mais aussi sur un territoire beaucoup plus grand et au niveau d'un État entier. Et la bonne nouvelle, c'est que les internationaux peuvent tout à fait soutenir ce genre de processus de construction de la paix par le bas, sans retomber dans les schémas nocifs classiques dont je vous ai parlé et sans détruire les efforts de paix locaux, comme ça arrive si souvent. Parce qu'on peut apprendre, on peut s'inspirer de ces individus ordinaires et à la fois extraordinaires dont je vous ai parlé. Au cours de mes recherches, j'ai rencontré beaucoup d'intervenants internationaux qui utilisent des approches innovantes, non conventionnelles pour construire la paix, qui font vraiment une différence notable, à la fois dans les capitales et sur le terrain. Et je parle beaucoup de ces gens dans mon livre. Ils s'appellent Vijaya Thakur, Banual Tumbas, James Camberry, Lemak Bowe, Peter Van Holden. Je pourrais continuer à citer des noms pendant des heures. Ils viennent de tous les pays du monde, ils travaillent dans tous les pays du monde, ils ont des professions, ils sont affiliés à des organisations extrêmement différentes les unes des autres, mais ils ont tous quelques points en commun. Donc tout d'abord, ils ne pensent pas que parce qu'ils sont internationaux, ils savent tout mieux, qu'ils ont les bonnes théories, les compétences qu'il faut, l'expertise adéquate, et qu'ils apportent la solution idéale aux problèmes des gens. Mais plutôt, ils écoutent les habitants des pays en conflit, ils les respectent et ils sont ouverts d'esprit. Ils savent que les populations locales ont parfois une autre définition de la paix, de la démocratie, du développement, que leur définition n'est pas nécessairement la seule, c'est pas la seule valable, c'est pas non plus la meilleure, et que les populations ont parfois des priorités qui sont différentes des leurs. Ils parlent souvent au moins une des langues locales, et ils ont développé des relations sociales approfondies au sein des communautés locales. Ils s'engagent sur le long terme.
Ils restent souvent dans un même endroit pendant des années, voire pendant des décennies. Ils ne se mettent pas toujours sous le feu des projecteurs et ils ne mettent pas leur nom et leur logo partout, mais plutôt ils font profil bas et ils braquent les projecteurs sur les activités de leurs partenaires locaux, donc population locale, autorité locale, organisation locale, citoyens ordinaires. Ils sont flexibles, ils s'adaptent régulièrement et ils adaptent leur stratégie basée sur les résultats qu'ils obtiennent et sur la façon dont la situation évolue. Et aussi, ils sont conscients que parfois il y a des choix difficiles à faire parce que malheureusement toutes les bonnes choses ne vont pas de pair. Et donc parfois il faut choisir entre deux buts tout aussi importants l'un que l'autre, comme parfois entre la paix et la justice ou entre la paix et la démocratie. Et les meilleurs intervenants internationaux savent que ce n'est pas à eux qu'il revient de prendre ce genre de décision, parce qu'une décision doit être prise par ceux qui en supporteront les conséquences. Et en conclusion, je voudrais mentionner que toutes ces idées, toutes ces leçons apprises dans des zones de guerre, tout ça peut nous aider à résoudre les conflits non seulement à l'étranger, mais aussi les tensions et les conflits chez nous, au sein de nos propres communautés, comme les conflits ethniques, politiques, culturels, raciaux, religieux, etc., qu'on voit si souvent en Europe ou en Amérique du Nord. Donc, par exemple, vous savez que le pays où je vis, les États-Unis, connaît de plus en plus de violence. Donc, on n'est pas encore au niveau de pays comme la Somalie ou le Congo, heureusement, mais quand même, il y a 3 leçons extrêmement pertinentes que nous tous, habitants de pays officiellement en paix, nous pouvons apprendre des expériences des gens qui habitent en zone de guerre. Et 3 leçons que nous pouvons utiliser pour réduire les tensions et les conflits autour de nous, au sein de notre propre communauté. La première, c'est que nous pouvons développer des relations personnelles et informelles avec nos ennemis. Que, encore une fois, ce soit des ennemis, entre guillemets, culturels, politiques, religieux, etc., sociaux. C'est en écoutant, en parlant, en se liant autour d'intérêts communs que les habitants des zones de paix dont je vous ai parlé aujourd'hui ont réussi à éviter l'escalade de la violence, comme mes 2 amis le font ici, par exemple, à Itchui. Et aux États-Unis, c'est aussi la stratégie utilisée par des gens tels que Christian Picciolini, l'ancien chef de gang que vous voyez sur cette photo, et Daryl Davis, le musicien de jazz afro-américain que vous voyez sur cette photo. Christian, lors de ces 10-15 dernières années, Christian et Daryl ont développé des relations personnelles et informelles avec des membres de groupes extrémistes comme le Ku Klux Klan. Et grâce à ça, ils ont réussi à convaincre des centaines de militants de renoncer à la haine et à la violence contre les groupes armés. Donc ce que ça veut dire pour nous tous, c'est que nous tous, nous pouvons aussi utiliser beaucoup d'endroits pour construire un terrain d'entente avec nos ennemis. Par exemple, nos syndicats, nos groupes religieux, nos associations culturelles, nos clubs de sport. En deuxième lieu, nous pouvons tous utiliser les éléments spécifiques de nos cultures locales pour aider à contrer la violence. Vous vous souvenez comment les habitants d'Itchui et du Somaliland utilisent leurs croyances et leur culture locale très spécifiques pour maintenir la paix autour d'eux? Eh bien, plus près de chez moi, dans la ville de Chicago, aux États-Unis, il y avait un groupe de femmes qui en avaient vraiment plus qu'assez de voir autant de sang couler autour d'elles dans leur quartier. Et donc, elles ont décidé de s'installer au coin des rues et de passer des heures assises sur des chaises pliantes. Et le truc, c'est qu'à Chicago, personne n'a particulièrement envie de tuer quelqu'un sous les yeux de sa propre mère. Et bien, le résultat, c'est que le nombre de meurtres et de fusillades dans leur communauté a diminué de façon extrêmement significative.
Une dernière chose qu'on peut tous faire, c'est de soutenir les associations locales avec notre temps, notre énergie, notre argent, ce qu'on a. Vous vous souvenez à quel point les associations locales sont importantes pour aider à construire et à maintenir la paix, par exemple, à Itchui? Eh bien, les associations et organisations locales se sont révélées être tout aussi importantes dans d'autres parties du monde. Donc, par exemple, aux États-Unis, l'association Cure Violence a réussi à réduire le nombre de fusillades et de meurtres de plus de 73% dans plus de 20 villes du pays. Et ils sont parvenus à ça en utilisant exactement le même genre d'approche par le bas, utilisant les gens des communautés et les compétences des communautés qu'on a vu fonctionner aussi bien au Somaliland et à Itchui. Et donc, bien évidemment, nos gouvernements, nos parlements, nos représentants élus, ils ont tous un rôle extrêmement important à jouer. Parce qu'on le sait tous, une paix réelle ne peut durer que si elle est construite à la fois par le haut et par le bas. Mais le point important, c'est que ce soit chez nous ou ailleurs, nous avons vraiment besoin de plus de gens qui soient comme Justine et comme Vijaya et comme les habitants d'Itchui et du Somaliland. Nous avons vraiment besoin de plus d'organisations qui travaillent comme Resolve et comme l'Institut Vie et Paix et plus de programmes qui utilisent les quelques règles d'or dont je vous ai parlé aujourd'hui. Parce que c'est avec des gens, des organisations, des programmes tels que cela qu'on a une chance d'aider les 2 milliards de personnes qui vivent sous la menace de la violence à travers le monde et que nous pouvons aussi réduire la violence et les tensions au sein de nos propres communautés. Donc bien évidemment, toutes ces idées ne sont pas des baguettes magiques qui vont miraculeusement aider à ramener la paix dans le monde entier demain, mais parce qu'elles s'appuient sur et parce qu'elles s'orientent sur les causes profondes des conflits, ces idées peuvent vraiment changer la donne. Et donc, si vous voulez en savoir plus, évidemment, n'hésitez pas à poser une question maintenant. La séance de questions-réponses est en général mon moment préféré lors de ce genre d'événement. Donc, j'attends notre discussion vraiment avec impatience. Vous pouvez aussi me trouver par la suite sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, ce genre de trucs. J'ai aussi un site web sur lequel j'ai mis le texte gratuit en accès libre de tous mes articles. J'ai aussi mis pas mal de ressources qui peuvent vous intéresser. C'est très facile, c'est monnom.com. Et bien évidemment, mes 3 livres ont beaucoup plus d'idées, de détails, d'histoire par rapport à tous les thèmes que l'on discute aujourd'hui. Et personnellement, je considère Sur les fronts de la paix comme étant le meilleur de mes 3 livres. C'est même meilleur que la version anglaise parce que j'ai travaillé pendant 2 ans en plus. Il y a plus de recherches. J'ai énormément bossé sur le style avec mon traducteur qui est quelqu'un d'extraordinaire, Stanislas. Et donc, je serais extrêmement honorée si vous décidiez de le lire. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Séverine. On a beaucoup de temps pour des questions. Une seconde, si vous voulez bien, je vais prendre un stylo de façon à ce que je puisse noter quand les gens posent des... Non, j'en ai un, je veux juste le prendre de façon à prendre des notes et à bien répondre aux questions et pas ça répondre à côté. Donc, c'est En fait, Théo, je retrouve pas mon stylo. Ah si, voilà, j'en ai un. Je peux pousser ces machins? Ça dérange pas? Merci. Et j'ai poussé l'autre aussi, ça va? Okay. Je suis prête. Super. Donc, il y a quelqu'un qui aimerait lancer notre période de questions. Sinon, je peux le faire facilement. Ok. Bon, super. Mais écoutez, Séverine, je te pose une question que j'aurais pour... Théo, mon stylo marche. Merci, Théo. Donc,
Tu as très bien présenté non seulement comment les initiatives locales qui mènent à la paix marchent, mais également comment les acteurs internationaux peuvent être impliqués. Y a-t-il pas quand même une certaine inquiétude que si de l'institutionnalisation potentielle de ce genre de solution? Si par exemple, du jour au lendemain, des organisations internationales plus grandes, comme l'ONU, décidaient par exemple d'intégrer de se dire oui, ces idées sont magnifiques, c'est ce qui marche, donc on va en prendre charge. Et puis, y a-t-il un risque qu'avec y a-t-il un recul de grandes institutions qui doit se maintenir dans ces contextes, dans d'autres termes, pour que ça marche? Ou y a-t-il pas le risque que, avec le rapport de force qui existe entre, par exemple, de grandes institutions internationales et de plus petits organismes comme LPI ou comme d'autant plus des acteurs et des organismes locaux, qu'il y ait une reproduction des dynamiques problématiques dont tu parles? Est-ce que le sens de ma question est clair? Est-ce que mon inquiétude est fondée? Ou... Oui, elle est fondée. Bon, déjà, on va évacuer l'éléphant dans la pièce. Qui est que, évidemment, on ne veut pas que toutes les institutions internationales se disent « Bon, maintenant, on va faire de la résolution des conflits locaux, et puis tant pis pour les gouvernements, tant pis pour les élites, etc. » Ce serait un désastre. On ne veut absolument pas, parce que on a besoin que ces institutions internationales continuent à faire le genre de travail qu'ils font actuellement, d'essayer de travailler au niveau des États, au niveau des gouvernements et tout. Mais bon, ça risque pas trop d'arriver. Ce qu'on veut, c'est un rééquilibrage. C'est pas passer tout sur la résolution des conflits locaux. Par contre, comme tu disais, là où il y a un vrai risque, c'est que ces idées soient prises en compte, mais prises en compte et digérée, on va dire, ou remise à la sauce de Peace Inc., de paix et compagnie. Donc l'idée de se dire, bon on va faire de la résolution de conflits locaux, mais on the cheap, à la rapide. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc je raconte dans le livre la fin. Donc je vous ai raconté la chouette histoire de l'Institut VIP et de la plaine de la Rosisie. J'ai pas pris le temps de vous raconter parce que Théo m'a dit 45 minutes. 50. Je vous ai pas raconté la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est que, donc ça a été super, vous vous souvenez, la plaine de la Rosisie, les vaches, les panneaux, etc., tout le monde qui recommence à vivre ensemble, etc., etc. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que, donc ça a super bien marché. Moi, j'arrive au Congo, je vois ça, je travaille avec Peter, avec l'équipe, c'est génial. Le New York Times me contacte en me disant « Tu veux écrire un article ?» Génial! J'écris un op-ed dans le New York Times et puis je raconte l'histoire de LPI. Et voilà, avec ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Et donc, ce que m'ont dit les équipes de LPI, c'est que ça a fait qu'il y a énormément de grandes institutions, donc les Nations Unies, beaucoup de donateurs, beaucoup d'autres organisations internationales qui se sont dit « c'est génial, ça marche, nous aussi on va faire ça. » Donc ils sont arrivés, mais ils se sont pas dit, nous on va faire ça, on va prendre 3 ans à essayer de comprendre ce qui se passe et puis on va aller autre part. Non, ils ont dit, maintenant nous aussi on va travailler dans la plaine de la Rosisie, nous aussi on va utiliser les partenaires locaux de LPI et puis nous on a des financements sur 6 mois, donc on va faire ça rapidement. Et puis nous on a des experts qui savent tout, donc c'est les experts qui vont diriger, c'est pas trop la peine de continuer. Enfin, ils ont complètement dévoyé l'histoire. Et ils ont fait ce que j'appelle on the cheap, à la va-vite, réintégrer à la sauce paix et compagnie. Ça a complètement détruit les efforts de paix. Mais complètement détruit toutes les initiatives, donc je donne beaucoup de détails dans le livre. Et donc oui, il y a un risque de ça, et c'est pour ça que je passe énormément de temps dans les présentations que je fais, notamment quand je parle aux gens qui travaillent aux Nations Unies ou dans les organisations internationales, pour dire on fait comme d'habitude, mais simplement on va soutenir les organisations locales au lieu de soutenir les gouvernements. C'est
tout un changement qui est beaucoup plus profond que de se dire bon bah maintenant on s'oriente sur la résolution des conflits locaux au lieu de s'orienter sur la résolution des conflits internationaux. LPI a dit que c'était pas ma faute. Hein. Non mais très gentiment. C'est vrai. Oui. Est-ce que je peux moi aussi te poser une question? Je pense à Neve Shalom et c'est un autre type de défi. Ouais. C'est le défi de protéger un succès contre en fait la dégradation de l'environnement dans lequel il est. Parce que comme tu le sais probablement, à Neve Shalom, dès lors que la situation s'est empirée entre Palestiniens et Israéliens, ben, essentiellement les jeunes de Neve Shalom, qui étaient le gage de succès, ont commencé à être houspillés de part et d'autre pour ne pas être de bons Israéliens, de bons Palestiniens, et ça a détruit l'effort. Ça continue à exister, mais c'est devenu une ombre de ce que c'était. Donc, y a-t-il d'abord, quand tu penses à tes cas de succès, des conditions, peut-être un isolement géographique, etc., qui a permis ces succès-là, dans certains endroits plutôt que dans d'autres? Et deuxièmement, également quand tu penses à d'autres cas, est-ce qu'il y a des endroits où on a pu résister à cette contagion de l'environnement violent? Et qu'est-ce qui fait que certains de ces cas, Neve Shalom a quand même duré plusieurs décennies, mais malgré ça, ben, en fin de compte, l'histoire ne finit pas bien. Alors, merci Marie-Joëlle. Donc Neve Shalom, c'est un village de paix. Je donne le background pour les gens qui connaissent pas. Neve Shalom, c'est Wahat al-Salam, avec ma prononciation arabique et israélienne qui est absolument déplorable. Wahat al-Salam Neve Shalom, c'est un village qui a été fondé sur l'ancienne ligne de démarcation en Israël pour montrer que les communautés palestiniennes et juives israéliennes pouvaient vivre en paix et pouvaient partager une terre, une culture, des écoles, etc., etc. Et c'est un endroit que j'analyse dans le livre comme étant une des communautés de paix qui marche. Alors, déjà, je pense que quand on parle de succès, c'est important de préciser que il faut être assez réaliste sur ce qu'on entend par succès. Et pour moi, donc là, on va voir que ma formation, c'était Médecins sans frontières, et je suis restée très MSF. Quand on arrive à faire une différence, ne serait-ce que pour un tout petit laps de temps, pour une toute petite communauté, même on parle de un gamin dans un village pendant une journée, ben c'est déjà un succès. C'est déjà quelque chose. Donc le fait que Neve Shalom ait réussi pendant des décennies à promouvoir un environnement et à offrir un environnement de paix à des centaines de personnes. Il y a 4000 ou 8000 personnes qui sont passées par leurs écoles de la paix, près de 8000. Ils ont vraiment montré l'exemple et donné de l'espoir à énormément de gens en Israël, dans les territoires palestiniens et puis dans d'autres endroits du monde. Donc pour moi, ça déjà, c'est un succès. Et le fait que effectivement, en ce moment, il soit plus aussi plus aussi thriving qu'il l'était avant. Ça n'empêche pas que pendant des décennies, ils ont été là, ils ont fait une différence énorme pour des centaines, voire des milliers de personnes. Et la deuxième chose, c'est que, pour répondre à ta question directement, c'est que oui, tous les succès que j'analyse, ils sont tous à la merci d'une dégradation de l'environnement international et de l'environnement national. Et c'est pour ça que j'arrête pas de dire qu'il faut toujours continuer à travailler au niveau des gouvernements, au niveau des chefs rebelles, au niveau des élites, tout comme il faut continuer travailler par le bas, parce que c'est crucial. Et j'ai essayé de chercher, c'est pas la première fois qu'on me pose la question, bon,
c'est quoi la clé? L'ingrédient du succès qu'on peut tous prendre et reproduire partout. Donc évidemment, j'ai essayé de la trouver, je suis pas la seule, il y a plein de gens qui ont fait ce genre de recherche, et on a tous la même conclusion jusqu'à présent, qui est que il y a pas de clé magique, il y a pas d'ingrédient magique, il y a juste des grandes lignes de force. Qui sont celles que je vous ai présentées aujourd'hui à tous, c'est-à-dire que s'appuyer sur les connaissances des gens impliqués dans le conflit, donc comme toi tu fais dans les négociations quand tu y es, et donc s'appuyer sur les gens des connaissances, respecter, prendre son temps, avoir des compétences et des connaissances locales, compétences linguistiques et tout, enfin, je parlais avec justement un très très grand chef israélien qui, quand il me racontait ses problèmes avec ses interlocuteurs internationaux, me disait exactement la même chose que le chef du village au Timor, d'un tout petit village local au Timor oriental. Donc, où qu'on soit, cette approche humble, cette approche qui prend le temps, etc., c'est quelque chose de très important. S'appuyer sur les compétences, enfin toutes les lignes de force que je vous ai présentées. Bonjour, Sarah Myriam, Martin Boulet-Bishop. Et puis, un endroit où on peut écouter aussi Séverine Autesserre, c'est sur le balado Conseil de sécurité, qui est le balado des réseaux d'analyse stratégique, où Séverine nous a donné une super entrevue il y a un an où vous expliquiez votre livre. Vous parlez beaucoup, évidemment, de la contribution locale, mais je me demandais, avez-vous étudié ou rencontré la contribution de la diaspora, qui est parfois la définition de qui est diaspora, qui est encore local. Donc, beaucoup de gens qui vivent à l'étranger se considèrent encore locaux, vont s'autodéfinir, se présenter comme étant des locaux également, malgré qu'ils puissent vivre soit 12 mois par année, ou 6 mois par année, 3 mois par année ailleurs. Est-ce qu'il y a eu une différenciation où vous avez exploré cette dimension-là de la diaspora local, je l'ai rencontré plusieurs fois, je ne l'ai pas exploré en tant que tel, parce que pour moi c'est un sujet de recherche qui est énorme, qui vaut 10 projets de recherche et je ne sais pas combien de bouquins. Ce que j'ai vu, c'est que la diaspora, d'abord, le balado est excellent et je recommande beaucoup. Et pour en revenir au rôle de la diaspora, je crois que ça dépend énormément, encore une fois. J'ai vu des contributions positives, par exemple au Somaliland, la diaspora a eu un rôle extrêmement important parce que c'est eux qui ont réussi à aider à financer les efforts de paix. Et donc c'est quoi la version gender neutral de homme d'affaires en français? Gens d'affaires. Les gens d'affaires, merci beaucoup. Les gens d'affaires du Somaliland ont financé beaucoup d'efforts de paix et ils financent aussi beaucoup de services qui sont les services régaliens de l'État. Comme par exemple, mon premier souvenir, c'est des gens de la diaspora qui ont financé l'impression de billets de banque. C'est génial. Non mais légalement, hein. Je trouve ça extraordinaire. C'est un bon investissement. Exactement. Très intelligent les gens. Donc j'ai vu des choses comme ça, mais j'ai aussi vu des gens de la diaspora qui me disaient qui eux revenaient au sein d'organisations internationales et qui essayaient justement de faire le lien. Entre l'approche paix et compagnie, parce que eux avaient été formés, dont certains en fait étaient mes anciens étudiants, ils avaient été vraiment formés aux techniques de paix et compagnie, mais en même temps ils parlaient la langue, ils avaient leur famille, ils avaient les connaissances, ils avaient tout le truc, et ils essayaient de convaincre leurs collègues, etc. Souvent, ce que j'ai eu l'impression, c'est que ces gens, ils étaient complètement écartelés. Notamment ceux qui travaillaient au sein de grosses organisations du genre les Nations Unies se retrouvaient complètement écartelés entre ces deux cultures et c'était extrêmement difficile pour eux et il y en a plusieurs qui ont fait des dépressions monumentales et qui ont arrêté, quoi, qui ont complètement changé de carrière.
Et sinon, au niveau de la diaspora, je crois que c'est extrêmement difficile de généraliser, donc encore une fois, ça dépend. Mais c'est extrêmement difficile de généraliser, ça dépend de qui on parle, ça dépend de combien de temps. Est-ce que je suis française, est-ce que je suis américaine? Est-ce que quelqu'un qui a vécu pendant 20 ans aux États-Unis, est-ce qu'il est toujours congolais ou est-ce qu'il est américain, etc. Donc c'est extrêmement difficile de généraliser et c'est aussi extrêmement difficile de généraliser parce que, encore une fois, c'est pas parce que on a des contacts ou qu'on est né dans un certain endroit qu'on peut ne serait-ce que résoudre les conflits à 20 km de là. Dans un village qui a des dynamiques complètement différentes. Tout ça pour dire ça dépend. C'est une très très longue réponse pour dire ça dépend. Oui. Salut, Michael Benzico, étudiant de Bishop et je suis avec Martin Lombé. Dans le contexte des conflits ethniques, est-ce que vous trouvez qu'il y a encore plus d'importance sur l'approche de la construction de paix à niveau communautaire, juste à cause de la nature vraiment sensible des conflits ethniques? Pas nécessairement. D'après ce que j'ai vu, on parlait justement avec Marie-Joëlle des conflits qui sont plutôt orientés autour de la culture et de la religion en Israël et dans les territoires palestiniens, et l'approche par le bas est tout aussi importante. Et les gens qui travaillent dans ces endroits me disent ça. Conflits politiques que j'ai pu rencontrer en Colombie, par exemple, l'approche par le bas est extrêmement importante. Donc je pense que l'approche par le bas est importante, quelle que soit la caractérisation des conflits, sachant aussi que très souvent quand on vient de l'extérieur, on qualifie de conflit ethnique, n'est pas nécessairement un conflit ethnique. Ça peut y avoir deux groupes ethniques qui se battent, mais ils peuvent se battre à propos d'enjeux politiques, à propos d'enjeux économiques, à propos d'enjeux culturels. Donc encore une fois, tout est extrêmement mêlé. Laurence Deschamps-Laporte, j'ai une question. Je suis sûre que quelqu'un va savoir la source. J'ai juste pas écrit là-dessus. Alors, c'est mes mémoires d'études qui reviennent. Est-ce qu'il y a un risque quand on romanticise, c'est pas votre cas, mais il y en a qui font des approches par le bas ou grassroots, des fois de tomber dans certaines structures préétablies qui peuvent sembler des structures communautaires, mais qui sont parfois des organisations militaires en transformation. Je pense qu'il y avait un texte qui avait été écrit sur l'organisation de certaines communautés au Burundi après le génocide rwandais, où est-ce qu'il y avait eu justement des organismes d'aide qui avaient trouvé ça, ils sont très bons pour redistribuer à l'intérieur, ils sont très organisés, ils ont une structure, mais c'était certaines milices qui s'étaient réinventées en communautés déplacées au Burundi dans ce cas-là. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir, disons, un filtre un peu sophistiqué pour ne pas financer des groupes armés qui n'en ont pas l'air parfois? Oui, tout à fait. Ça existe, je crois, dans énormément de zones de conflit ou de post-conflit, des milices qui tout d'un coup se disent, essayent de se présenter, essayent d'avoir des financements en disant, oui, nous on promeut le développement, on promeut la paix, la démocratie, les droits de l'homme, le genre, etc. Mon exemple favori au Congo, c'est l'organisation Tous pour la paix et le développement. C'est beau, comme nom. En fait, c'est une milice. Il y avait un groupe islamiste aussi, que c'est des noms de partis politiques comme ça. Voilà. La mienne, tous TPD, c'est une milice qui distribue des armes aux extrémistes Hutus au Nord Kivu pour aider le gouverneur de l'époque à asseoir son autorité et à virer d'autres groupes ethniques qui n'aimaient pas du truc. Mais ils appelaient ça Tous pour la paix et le développement, et cette organisation a quand même réussi un certain nombre de fois à avoir des financements internationaux. Oui, il y a des filtres. Et c'est pour ça que si, encore une fois, venant de l'étranger, on veut soutenir, il est bien évident que les gens qui habitent dans les zones de conflit ne sont pas à voir.
très rapidement, ils savent. Mais pour les gens qui arrivent de l'extérieur, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait qu'on a besoin de s'appuyer sur des gens qui connaissent, qui comprennent les situations locales, qui le connaissent, qui parlent les langues locales et qui ont des raisons approfondies, de façon à justement avoir une idée de ce qui est un front pour un groupe armé et ce qui est en fait une vraie organisation qui travaille dans une communauté depuis longtemps. Et c'est pas uniquement les organisations qui en fait promeuvent la violence, il y a aussi beaucoup d'organisations portefeuille. Ces organisations qui sont montées juste pour avoir des fonds et puis après ils disparaissent. Donc ça, et prendre le temps. C'est ça qui est vraiment extrêmement important. C'est pas arriver en disant haha j'arrive et demain je dépense 1 million. C'est vraiment prendre le temps de réfléchir et d'être sûr de faire plus de bien que de mal. Et oui, il y a un risque énorme de romanticisation des activités locales, de la construction de la paix par le bas, de toute cette approche. Et c'est pour ça que dans le livre, j'essaie de toujours bien montrer qu'on n'est pas en train de parler du fait que sous prétexte qu'on est des activistes locaux ou qu'on est une personne qui vit dans une zone rurale, tout d'un coup, on est parfait, on est des anges, on n'est pas corrompu, on est susceptible à aucune pression, et tout va bien, et que plus on monte vers le pouvoir national, plus on perd cette bonté rousseauienne. Enfin, c'est pas du tout ça l'idée. Il y a autant de problèmes de corruption, de violence, de préjudice, de tout ce que vous voulez au niveau local et parmi les militants locaux et dans les organisations locales qu'il y en a au niveau international, au niveau national ou au niveau international. Mais l'idée, vraiment, c'est simplement de dire que si on veut résoudre les conflits, d'abord que ça soit en travail, enfin, dans un village ou dans un pays, il faut s'appuyer sur les connaissances des gens qui connaissent quelque chose au conflit. Et il faut prendre son temps. Et il ne faut pas arriver de l'étranger en pensant qu'on est des donneurs de leçons. Enfin, tous les trucs, vous vous souvenez, le joli petit bonhomme vert que j'ai mis sur la photo. Oui, et merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'avais une question par rapport à la durée, au fait. La solution que vous proposez, vous dites tantôt au fait qu'on doit prendre beaucoup plus de temps pour essayer de mieux comprendre les problèmes. Mais la question que je me pose, pendant le temps qu'on prend, on fait quoi en fait? Si c'est une zone au fait de conflit, les gens qui mettent à côté, qu'est-ce qu'on a en fait à proposer à ces personnes? Ouais, tout à fait. Et ça, c'est un des trucs qui m'a le plus posé problème quand j'ai commencé à articuler un petit peu, à concevoir cet argument. C'est que je me dis, et pendant les 3 ans où on fait l'analyse du problème, les gens ils meurent, les gens ils se font violer, les gens on leur pique tout. Et puis un jour je me suis dit ouais je vais essayer de voir et les gens qui sont là, qu'est-ce qu'ils en pensent eux. Et en fait il y a une réponse qui revient tout le temps, c'est on préfère que vous, les étrangers, les intervenants, on préfère que vous preniez le temps de façon à ce que quand vous faites quelque chose, vous empiriez pas la situation. Et je me suis dit, oui, effectivement, c'est quelque chose que j'aurais probablement la même réponse si j'étais en zone de guerre. Et c'est aussi quand vous regardez les études de CDA, Collaborative Development, vous savez, l'ancienne organisation de Mary Anderson, qui travaille à Boston et qui ont fait des focus groups. Dans une vingtaine de zones de conflit à travers le monde, et eux aussi ont posé cette question à des gens qui étaient dans des zones de conflit partout à travers le monde, et ils ont tous dit on préfère que vous preniez le temps de faire quelque chose de bien plutôt que d'arriver d'arriver immédiatement et d'empirer la situation et de tout détruire de ce que nous on fait. Encore une fois, on n'est pas en train de parler je suis pas en train de construire un monde qui est absolument merveilleux, etc. C'est juste une idée d'améliorer un peu la situation par rapport à ce qu'on a actuellement. Monsieur. Bonjour.
Moi, je suis Serge Haddad, je suis avocat ici au Québec et aussi Research Fellow au Charles Bannock Institute à New York, qui est affilié au Philos Project, qui est aussi à New York. Donc, essentiellement, leur mission, c'est Advocacy for Pluralism in the Near East. Donc, ce que j'aimerais attirer votre attention et poser ma question, c'est de savoir, en fait, est-ce que vos initiatives, parce que la mission du Philos Project, c'est d'identifier les acteurs qui sont pour le pluralisme, donc de les renforcer, de les outiller pour arriver au pluralisme. Donc, ça insinue finalement que ceux qui ne sont pas pour le pluralisme ne sont pas sujets à dialogue ou bon, justement, à être un interlocuteur pour y arriver. Donc, est-ce que dans votre recherche à vous, avez-vous étudié la faisabilité du empowerment, désolé, empowerment, vous comprenez, unilatéral, c'est-à-dire dans un contexte venant où on n'a pas un interlocuteur, est-ce qu'on est quand même capable d'outiller de façon proactive, from the bottom up, des gens qui veulent la paix dans un contexte hostile de façon unilatérale? Écoutez, oui, parce que si je comprends bien votre question, oui, parce que toutes les initiatives de paix que je suis en train de réfléchir en vous parlant, mais toutes les initiatives de paix que je documente dans le livre, on parle de conflits comme le Congo, où il n'y a pas vraiment, au niveau national, il n'y a pas vraiment d'interlocuteur qui soit particulièrement... comment est-ce que je peux dire sans compromettre mes chances d'avoir un visa la prochaine fois que je vais aller au Congo. Disons que le Congo rentre tout à fait dans les conditions des pays que vous décrivez. Et il y a eu beaucoup d'initiatives pour renforcer les acteurs par le bas. Il y a des efforts que je documente en Afghanistan. Il y a des efforts en Afghanistan sous les différents régimes. Il y a des efforts que je documente en Irak, dans énormément de parties du monde. Donc, oui. D'accord, et c'est certain, ça vient avec une certaine précarité, mais en tout cas, je serais curieux de savoir dans quelle disposition intérieure quelqu'un doit être pour vouloir la paix contre quelqu'un qui va l'engloutir finalement. Donc la personne qui est en zone de conflit, oui. La disposition intérieure, alors ça, c'est un sujet de recherche que non seulement je n'ai pas étudié, mais en plus, j'ai même pas les capacités et la formation disciplinaire pour étudier. Je pense que ce serait quelque chose que quelqu'un qui a une formation de psychologie serait très bien formé. Il doit y avoir je sais pas si on a des gens qui travaillent en psychologie sociale dans la salle. C'est une question évidemment. Ouais, non, mais c'est fascinant. C'est fascinant comme question. Moi, en tant que politologue de formation et que personne qui travaille dans les sciences sociales, ce que j'essayais justement de faire, c'est de réfléchir à ce qu'on pouvait apprendre justement, et on en revient à la question précédente. Je me souviens, je discutais avec un collègue, Steve Krasner, grand monsieur des relations internationales, qui m'a dit « Séverine, fais attention de ne pas construire toute ta théorie et tout ton modèle sur des anges. Parce que il faut que tu restes réaliste et il faut que tu prennes en compte que les gens, ils vont pas nécessairement être patients de nature, ils vont pas nécessairement être aimants de nature et tolérants, etc., etc. Et c'est quelque chose que j'ai gardé en tête. Et pour moi, tout ce que je dis, comme par exemple dans le truc, dans la présentation et dans le livre, c'est pas des qualités que l'on doit avoir
en soi être né avec, hein, ou même dans sa vie personnelle, hein, mais c'est des qualités à laquelle on doit aspirer, qu'on doit mettre en pratique dans sa vie professionnelle quand on travaille sur les efforts de paix. Et pour moi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus réaliste, hein, et beaucoup plus atteignable que de se dire « Ah, mais il faut tous être patients et apprendre à… » Moi, je suis pas patiente. Hein. C'est une horreur. Et être humble, et toutes ces jolies choses. Non, ça, ce serait construire toute ma théorie, tout mon modèle sur des anges, mais c'est pas du tout ça. C'est plutôt, on doit pas avoir ces qualités inhérentes, c'est plus, voilà, si on veut être efficace, c'est ça qu'il faut toujours garder en tête dans nos initiatives, et à la rigueur, ça m'est complètement égal en tant que politologue de savoir si tu ressens vraiment la patience au fin fond de ton toi-même, ou si c'est juste tes stratégies que tu te dis ouais, je vais attendre encore, etc. Mais c'est d'appliquer ces stratégies-là dans les efforts de paix, que l'on soit une personne en zone de conflit ou quelqu'un qui essaye d'aider de l'extérieur. Joël? Séverine, ta réponse incite une deuxième question, si tu permets. Prendre le temps, développer des approches qui sont respectueuses, écouter, comprendre, ça concorde mal avec la logique des financements dont tous ces acteurs ont besoin. Lorsque tu parles, parce que je sais que tu parles avec des décideurs, est-ce que tu as l'impression qu'ils écoutent et qu'ils seraient prêts à revoir, par exemple, leur pratique de financement qui exige non seulement des résultats rapides, mais dont les cycles, en fait, empêchent le type de travail que tu préconises comme étant la base du succès? Et sinon, est-ce qu'il y a de grands philanthropes qui sont prêts à s'impliquer dans ce genre de choses-là? Parce que sinon, je ne vois pas comment... je serais curieuse de savoir comment les Life and Peace Institute de ce monde sont financés pour pouvoir faire ce genre de travail. Exactement. Ouais, non, tout à fait, c'est super important. Bon, savoir si les gens écoutent, en général ils sourient et hochent de la tête. J'ai beaucoup de ça, puis après ils prennent une photo. Il y a des... On commence à avoir certains financements qui sont sur des dizaines d'années. Donc j'en parle de quelques-uns dans le livre, je donne quelques exemples où plusieurs donneurs institutionnels se sont mis d'accord et puis ils ont créé des consortiums en se disant bon ben on a besoin d'avoir au moins il faut promettre de l'argent pour sur une durée d'au moins 5 ans et si possible 8 ans, 10 ans, etc. Donc on commence à avoir ça. Il y a énormément de gens qui me disent c'est très joli, c'est vrai, mais c'est complètement impossible. Oui, c'est très bien, mais moi j'ai mon élection dans 6 mois. Voilà, mais une fois que je suis élue, je te promets, je le ferai. Mais on commence déjà et je me dis encore une fois, faut être patient, je le suis pas, mais toutes ces idées, je suis pas la seule bien évidemment à le dire, on est beaucoup dans le champ des études de la paix à dire ça et je pense que plus on continue à le dire, et plus surtout des gens comme toi et moi, on a quand même pas mal d'étudiants qui prennent nos cours, qui sont convaincus, qui sortent de nos cours en étant bien convaincus, et puis après qui vont travailler dans les institutions internationales ou au sein des gouvernements. Et puis, comme toi et moi, ça fait un moment qu'on enseigne à ces étudiants, au bout d'un moment, ils commencent à être assez haut placés et à être à des postes de décision, et ils commencent à avoir de l'influence, et ils commencent à mettre en œuvre des choses qu'ils n'ont pas complètement oubliées de nos cours. Ça me donne de l'espoir. Hein. Et encore une fois, on est en train de parler de nous en milieu ou en fin de carrière, et puis nos étudiants qui commencent tout juste, etc. On parle de décennies, hein. Mais pour moi, au moins on a commencé, on a fait un pas dans la bonne direction, on est en train de commencer le processus, et
c'est pas un processus irréversible, on n'a absolument pas atteint le tipping point, la masse critique ou quoi que ce soit, mais je pense qu'on est déjà un petit peu plus avancé qu'il y a 10 ans où les gens nous disaient oh, Attends, pour une dernière question. Frédéric. Non, j'ai juste donné la parole aux étudiants à Jean-Pierre, c'est bon? Ben, en fait, merci pour la conférence. Je pense que vous avez quand même un peu répondu à ma question, qui était de dire c'est quoi vos perspectives sur la désincorporation justement de P-Sync? Est-ce que vous voyez un avenir, disons, assez sombre dans l'idée de on ne sera pas capable de sortir des logiques organisationnelles et très, très institutionnalisées, puis qui sont, comme je veux pas, concomitantes avec des logiques un peu capitalistes de dépenses, de financement. Est-ce que vous voyez une sortie de ça? Ou est-ce que ça serait vraiment plus le développement de deux, disons, système parallèle de négociation, pas de négociation, mais de règlement de conflit par le bas et par le haut qui seraient concomitants pour finalement se rejoindre au milieu? Alors, pour l'instant, ce qu'on a, c'est deux systèmes plutôt parallèles qui se rencontrent pas. Et oui, je suis plutôt optimiste. Bon, en général, je vois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mais c'est une bonne continuation de ce qu'on discutait avec la question de Marie-Joëlle, qui est que il y a 20 ans, quand j'ai commencé ou 25 ans, enfin bon bref, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, quand je posais des questions sur quand je posais à des diplomates la question qu'est-ce que vous faites sur la résolution des conflits locaux, soit ils comprenaient pas, la plupart du temps ils avaient aucune idée de quoi je voulais bien parler. Au bout d'un moment ils me disaient tu travailles sur la violence sexuelle. Ça, j'ai toujours pas compris pourquoi conflits locaux, ça veut dire violence sexuelle. Je dis non. Et puis quand finalement ils comprenaient ce que je voulais dire, donc en général, les gens, soit ils se mettaient à rire, et carrément il y a des gens qui m'ont ri au nez en me disant t'es trop bête. Okay. Soit je me suis fait mettre à la porte d'un certain nombre de bureaux, soit je me suis fait disputer. Enfin, il y a eu des réactions comme ça qui étaient où les gens répondaient pas à ma question et passaient à autre chose. Mais en général, ils me viraient de leur bureau. C'est fini maintenant. Donc, maintenant, au moins, quand vous regardez n'importe quel grand rapport du secrétaire général, du secrétaire d'État américain, tous les grands, etc., on voit résolution des conflits locaux, etc., s'appuyer sur les compétences des experts pays, des gens qui vivent le conflit. Encore une fois, il y a 20 ans, il y avait il y avait des gens qui en parlaient, il y avait des chercheurs qui en parlaient, il y avait des organisations comme Life and Peace Institute et d'autres organisations qui en parlaient, mais ils étaient vraiment complètement isolés, etc. Maintenant, encore une fois, c'est impensif. On le voit dans le discours. Donc pour moi, ça c'est, on a fait un pas énorme. On reconnaît que c'est important. On reconnaît qu'il y a un problème, on reconnaît que c'est important. Bon, maintenant, il faut qu'on passe du discours à la pratique. C'est encore un processus qui est extrêmement important parce qu'on est vraiment juste au niveau du discours pour le moment. Mais pour moi, c'est un processus et on voit des mises en pratique dont on a discuté aujourd'hui. Encore une fois, j'ai énormément d'espoir avec nos anciens étudiants, pas nécessairement des gens qui ont étudié avec nous, mais aussi il y a de plus en plus, je trouve, dans les jeunes générations, de gens qui réfléchissent à ce genre de trucs et qui essayent vraiment de rentrer dans les organisations internationales et de mettre ça en pratique et de changer les organisations par le bas. Et donc, moi je trouve que c'est ça qui me donne de l'espoir. Encore une fois, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, je suis même pas sûre qu'on va arriver à changer toutes ces logiques institutionnelles. Et si un jour on y arrive, ce sera vous, les plus jeunes qui sont dans cette salle qui en verront le résultat. Mais on a une chance d'y arriver et on a beaucoup plus de chance. On a déjà fait énormément de progrès par rapport à il y a 20-25 ans. Merci. Merci beaucoup sur ce.
conclure cette présentation passionnante, je tiens à remercier le Cerium et en particulier Clara Bord, Aïcha Tapé, Laurence Terre-Chantal. La moitié de ces personnes travaillent encore, mais je veux les remercier. de leur appui à cette initiative et c'est vacancier le coordinateur de SIPSI aussi. Donc, merci à vous pour l'organisation et à Mathieu aussi. Donc, et donc sur ce, merci beaucoup, M. Nam. Et puis, à la prochaine fois au projet de Cerium. Merci mille fois à tous. Merci.